Les systèmes clos, dans lesquels les individus et les groupes sont trop souvent barricadés, elle crée un intense mouvement de participation et institue par excellence l'outil de la connaissance et du jugement dans les complexités de la vie moderne. C'est dire la lourde et difficile tâche qui incombe à ceux qui en ont la charge, à tous les échelons, et qui doivent concilier pour les besoins du service public des préoccupations en réalité contradictoires. Il lui faut en effet conjuguer les exigences de qualité des programmes avec la satisfaction du plus grand nombre, assurer une information complète et impartiale où les impératifs de l'actualité ne rejettent dans l'ombre aucune opinion et aucune minorité, encourager l'innovation créatrice sans décourager l'attention ni blesser le respect du haut grand public. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique. Je voudrais en finir avec les procès d'intention. Seul importe les faits. Le service public, parce qu'il appartient à la nation tout entière, se doit d'assurer une information libre et impartiale. C'est la politique que vous avez approuvée il y a 8 ans, c'est celle que le gouvernement a fait prévaloir, c'est celle qu'il vous demande aujourd'hui de confirmer solennellement. Cette politique implique la liberté d'expression des journalistes, elle implique aussi le respect de tous les auditeurs et de tous les téléspectateurs, quelles que soient leurs croyances et leurs opinions. Elle n'exclut pas la critique, bien au contraire, mais elle ne doit pas correspondre à une seule conception du monde. De cela, les dirigeants du service public sont responsables devant la collectivité nationale et devant ses représentants, le gouvernement et le Parlement. La parole est à M. Edgar Faure, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. C'est sans doute une des données les plus importantes du dossier de la télévision qui est ouvert aujourd'hui. Pour que la télévision soit un instrument de vie véritable, ces programmes doivent correspondre à la diversité du monde, rendre compte d'un univers multiple, complexe, pas nécessairement ennuyeux ou sinistre, mais varié et vivant. Quelques séries policières où triomphe la violence la plus absurde et la plus nocive, et quelques séries comiques où règne la sottise et le simplisme, ne reflètent ni la complexité de la vie, ni les problèmes de l'homme moderne, ni même les véritables possibilités d'un divertissement digne de ce nom, où l'on s'écarte de ses soucis sans être obligé de quitter sa propre peau et sa propre personne, de s'aliéner et de transformer l'habitude en hébétude. Qui nous est soumis, n'importe quoi pourra résulter, peut-être même la braderie de la télévision nationale aux intérêts privés que certains envisagent. Car ces intérêts privés, depuis des années, la guettent. Et surtout, le renforcement de cette télévision dite de divertissement, qui est justement à la source de tout ce qui est arrivé de fâcheux depuis quelque temps, ne mérite peut-être pas qu'on le laisse se développer sans y remédier. Un jour viendra peut-être, mes chers collègues, où cette étape sera à son tour dépassée. Dans 1 an, dans 10 ans, suivant le cas. Dans 10 ans seulement, si ce nouveau statut répond aux espoirs qu'on met en lui, car dans 10 ans au plus tard, les progrès des satellites de communication, des vidéocassettes ou d'autres techniques de retransmission auront probablement rendu caduc le monopole d'État que nous réaffirmons aujourd'hui et auront encore bouleversé le monde de l'audiovisuel. Dans 1 an peut-être, si les personnels de l'Office ne savaient pas saisir cette dernière chance qui est donnée au monopole, et qu'alors l'institution de la concurrence apparaisse désormais comme la seule voie du salut. En attendant
ces échéances futures, faisons aujourd'hui un pas nouveau dans la même voie qui a été suivie depuis 15 ans et, par conséquent, écartons la question préalable. Que dans votre réponse, vous indiquiez comment le PDG demain pourra créer un véritable climat commercial, c'est-à-dire créer la volonté au sein de l'Office de vendre aux télévisions étrangères qui peuvent les acheter les productions françaises. Si celles-ci continuent à être cédées gratuitement à certains pays, comme la politique de coopération culturelle l'exige à juste titre, l'Office doit en tirer une recette importante, équivalente, de la part du ministère des Affaires étrangères, si l'on veut que la gestion ait réellement le caractère d'un établissement industriel et commercial, et si l'on veut que la réalité se plaque sur le sens des mots. On a beaucoup parlé d'une émission Jacou le Croquant, de ses qualités, de son engagement, de son succès et de son coût. Personne n'a dit publiquement qu'on n'avait jamais cherché à la vendre, même au pays de la même obédience que son producteur, ce qui a étonné aussi bien M. Ducolonnet que moi-même. S'agit-il de l'autonomie de l'ORTF? Une autonomie qui ne saurait se résoudre en une simple affirmation juridique, mais qui exige, pour être effective, que l'Office soit enfin libéré de sa sujétion vis-à-vis du gouvernement. Rien n'est changé à l'ordre des choses anciens. Le gouvernement désigne toujours la moitié des membres du conseil d'administration. Il nomme le président directeur général qui a voix prépondérante au sein du conseil d'administration, et cela seul donne au gouvernement la majorité. Si l'on y ajoute que le représentant des téléspectateurs désigné par la commission des affaires culturelles de cette Assemblée sera bien entendu de tendance majoritaire, si l'on y ajoute que les autres membres du Conseil demeurent, comme par le passé, nommés par le gouvernement sur des listes de présentation, on voit que rien, en réalité, n'est changé. Or, il n'y aura d'autonomie digne de ce nom que si elle assure le pluralisme des représentations. Maintenant, un mot de l'information. Je voudrais simplement dire qu'il importe, et je le dis pour conclure, que son objectivité émane de la diversité qui doit être d'autant plus organisée qu'il y a monopole et de la compétence des journalistes, c'est-à-dire des professionnels qui s'en occupent. À cet égard, bien des succès ont été obtenus, même s'ils ont été critiqués dans cette Assemblée, alors que vous avez vu les sondages pour savoir que le pays est satisfait dans l'ensemble de notre information. Il y a un problème de la direction des chaînes par rapport à celle de l'unité d'information. Je pense que le PDG veillera à ce que la liberté règne au sujet de cette information plus que jamais nécessaire aux Français. Nous ne demandons pas à l'ORTF de faire la propagande du Parti communiste. Non. Non, cela, nous nous en occupons nous-mêmes, et pas trop mal en général. Allez-y, vous avez beaucoup à y apprendre. Mais pour que l'ORTF assure une information objective, il faut qu'elle rende compte des réalités nationales. Or, parmi ces réalités nationales existe un parti communiste fort, actif. Existent des forces démocratiques. Informer de leur activité, leur donner la parole régulièrement, les faire participer à des confrontations est une nécessité absolue pour avoir une véritable information. Oui, les qualificatifs les plus souvent employés par nos confrères pour qualifier ce débat ont été techniques, abstraits et même parfois mornes. Je crois qu'on peut dire surtout qu'il n'a pas été passionné. La deuxième phase du débat qui s'ouvre demain matin à 9h30 sera certainement plus animée parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. 56 amendements ont déjà été déposés. Les points les plus chauds de cette discussion verront s'affronter les partisans de la création d'une chaîne privée de télévision, c'est-à-dire seulement M. Olivier Giscard d'Estaing, le frère du ministre, et quelques-uns de ses amis, car les autres républicains indépendants voteront le texte du gouvernement tel qu'il est. Ils viennent de me le préciser il y a à peine quelques minutes. Ils s'affronteront donc aux partisans du monopole qui, eux, sont, vous le savez, les plus nombreux.
De nombreuses questions seront posées, notamment sur le droit de réponse et sur l'information. Le Premier ministre a l'intention de suivre, comme il l'a fait cet après-midi, le débat de bout en bout. Enfin, des attaques venant cette fois de tous les bords seront menées à la fois contre le développement de la publicité et pour l'élargissement de l'exonération en matière de redevances. Enfin, au cours de cette nuit, le débat commence à 21h30, on entendra M. Depré-Aumont, porte-parole de l'UDR, et encore une quinzaine d'orateurs, et me dit-on aussi pas mal de critiques. À vous, Joseph Pasteur.